Comment une blessure initiale chez un individu va pouvoir influencer ses relations, et notamment ses relations amoureuses. Je ne sais pas comment le dire autrement, les blessures vont drastiquement diminuer les chances qu'un couple fonctionne. Si je venais à prononcer d'autres paroles pendant qu'elle prenait son temps de réflexion, ça la brusquait complètement et c'était fini. Wow. Donc je ne devais pas parler tant qu'elle n'avait pas parlé, sans quoi c'était fini. Et j'avais pris le pli de faire un jeu où je comptais dans ma tête combien de temps je devais attendre avant qu'elle réponde. Cette fois-ci, devine combien de temps j'ai attendu avant qu'elle prononce des mots. 2 minutes? Beaucoup plus. Et elle a fini par me répondre à ma question épique. Trois mots. Bonjour à tous, ici Anne, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rémi de la chaîne YouTube Rémi Expat Charmant. Bonjour Rémi, est-ce que tu peux te présenter? Je crée du contenu autour du sujet tel que la psychologie comportementale, cognitive, des relations hommes-femmes, du travail sur soi, avec notamment un approfondissement au niveau de l'existence des blessures chez les individus, blessures d'enfance, qui vont affecter complètement leur comportement, les garder dans une énergie qui va être immature. Et donc, je rentre mon sujet autour de ça pour sensibiliser les gens à travailler sur eux-mêmes, mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, pour avoir des relations qui sont plus saines et donc être épanouies. Exactement, sujet très important dont je parle avec mes coachés et surtout toi avec les tiens. C'est un sujet que j'ai pas encore abordé sur la chaîne YouTube. Et en plus des compatibilités que tu peux avoir avec une certaine personne, avec des archétypes compatibles, il y a quelque chose qui s'appelle le sujet des blessures qui viennent de ton enfance, qui influencent ton attachement que tu vas avoir aux membres du sexe opposé, même aux membres du même sexe en tant que relation amicale. Donc, comment une blessure initiale chez un individu va pouvoir influencer ses relations, et notamment ses relations amoureuses. Je ne sais pas comment le dire autrement. Les blessures vont drastiquement diminuer les chances qu'un couple fonctionne. Dans l'absolu, c'est ça. Seule exception globalement à cette règle, c'est si les deux individus ont un niveau de conscience qui est tellement bas, tellement individualiste, qu'en fait, chacun y trouve son compte et personne n'en veut plus. Mais du coup, il y aura constamment des conflits, juste simplement qu'ils seront dans une démarche, une dynamique où ces conflits seront acceptables pour eux, qu'ils auront appris à vivre avec. En fait, c'est vraiment une forme de concession constante. C'est un état de concession constante et d'un côté et de l'autre. Et mis à part si vraiment on a un niveau de conscience qui est vraiment extrêmement faible, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population, alors ce ne sera pas viable. Pas viable pour plusieurs raisons. D'abord parce que les blessures de notre enfance vont créer des cycles, on va dire, on va dire une manière, donc c'est une croyance qui va venir faire en sorte de nous faire prendre une décision à un moment donné, nous faire avoir un certain comportement qui va venir nous donner ou nous amener une situation particulière qui va se répéter en fait. Un cercle vicieux qui va toucher à faire se sentir mal un individu et avec une tendance à blâmer la situation. Jusqu'au moment où cet individu l'aura vécu suffisamment de fois pour se dire c'est bizarre, je revis à chaque fois significativement la même chose, et que là, il pourra se remettre en question. Mais ce qui pose quand même un problème, qui est le fait de devoir le vivre suffisamment de fois pour se rendre compte, sachant qu'il y en a qui ne s'en rendent jamais compte au final. Donc on peut voir qu'il y a un impact des blessures qui est énorme sur l'ensemble de la vie d'un individu. Mais dans le cadre de la séduction et ensuite d'une relation, la blessure va conditionner généralement un style d'attachement qui va être soit anxieux, soit évitant. Et en fonction de ce style d'attachement qui va régir donc notre manière de réagir en fonction de ce qu'il se passe en face, donc comment l'autre personne va agir vis-à-vis de nous. Soit on va avoir tendance à vouloir, on va dire, l'inonder de marques d'affection parce que justement on n'est pas secure, on ne se sent pas en sécurité et on a besoin nous-mêmes de ce genre d'affection et d'affirmation, soit une dynamique où on va chercher à s'écarter de l'autre personne pour avoir de l'espace, pour être sa propre personne, chercher une forme d'individualisme qui va généralement déstructurer la relation parce que ça va aller à l'extrême, au point où on va freiner les élans d'amour de l'autre personne qui va du coup s'en sentir rejeté et renforcer son propre style d'attachement. En fait, c'est une boucle sans fin, en fait. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que comme moi, m'intéresser aux blessures et qui est lié à ça, ça vient de toi à la base, tu vois, c'est avec toi, j'ai discuté de ça en premier. Tu vois, on parle souvent de blessures, de l'âme, de toutes ces choses-là. Moi qui suis un archétype, qui suis très dans le thinking et pas trop dans le feeling, je me dis, bon, c'est quoi ces trucs? Enfin, ça ne sert à rien, ça ne rapporte pas d'argent,
Ça ne me rend pas plus heureux, ça ne sert à rien. Et du coup, quand tu te rends compte de l'importance des blessures, quand tu te focalises sur ce que tu parlais des styles d'attachement, qui est la théorie des styles d'attachement qui a été théorisée. Tu peux avoir différents styles d'attachement suivant comment tu as été éduqué. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, histoire que les gens comprennent peut-être les styles d'attachement et puissent peut-être se catégoriser dans un style d'attachement et de voir en fait l'impact que ça a sur leur relation et dire aussi d'où ça vient, d'où vient ce style d'attachement et quelle est la cause initiale en fait de la création d'un style d'attachement. Tout part, on va dire, des 5 grands types de blessures qui ont été catégorisés comme les blessures de l'âme, qui vont advenir habituellement dans l'enfance, dans la petite enfance, même si ça peut en réalité survenir jusqu'à la préadolescence, rarement jusqu'à l'adolescence, parce que déjà à ce moment-là, on a eu plusieurs cycles qui se seront déjà répétés, qui vont donc être au nombre de 5. On a la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice et d'humiliation. 5 grandes blessures qui vont avoir donc toutes leur impact un petit peu différent. Et donc, on va pouvoir les regrouper et mettre en lumière, justement, selon ces blessures, en fait, c'est pas les blessures qui vont elles-mêmes régir le style d'attachement, c'est la manière qu'on va avoir eu de nous défendre face au stress qui a été créé par cette blessure qui va définir notre style d'attachement. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont avoir eu tendance à se réfugier vraiment euh, auprès d'elles-mêmes, c'est-à-dire en fait surtout ne pas chercher de réconfort à l'extérieur, être vraiment axé sur soi-même et ne faire confiance à personne, ne pas s'ouvrir, style d'attachement donc qui serait évitant, parce que incapacité vraiment à s'ouvrir à une personne, c'est-à-dire que même si elle le voulait, elle ne pourrait pas, ça demande un travail sur soi. Autre cas, la personne, plutôt que de chercher du réconfort auprès d'elle-même, elle l'a cherché dans ses relations à autrui, notamment avec des partenaires, donc hommes comme femmes, en faisant en sorte d'être régulièrement en couple, style d'attachement anxieux donc, parce qu'on va venir chercher chez notre partenaire une forme de réconfort, de sécurité que l'on n'a pas eu ou que l'on n'a pas senti, disons, auprès de nos parents au moment où on avait besoin, notamment dans le cadre du traumatisme qui s'est créé. Parce que ça, faut le comprendre, c'est que la blessure, elle existe parce qu'elle n'est pas traitée. Ça veut dire que si on a des parents qui sont sains, qui sont guéris, ça ne veut pas dire que l'enfant ne sera pas blessé. Ça veut juste dire que dans la mesure où il est blessé, ça va pouvoir se déceler extrêmement rapidement, comme ça pourrait être le cas pour une maladie quelconque, en réalité une pathologie physique cette fois-ci, et pas psychologique, émotionnelle, plutôt là on pourrait dire de l'âme. Et donc, en faisant en sorte de le déceler assez rapidement, de venir désamorcer le stress qui est associé, qui constitue en réalité la blessure. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte que un foyer sain, qu'est-ce que c'est? C'est un foyer où on se sent suffisamment en sécurité pour partager nos problèmes, nos appréhensions, nos émotions négatives en réalité, et avoir des personnes de confiance auprès desquelles on peut se confier à cœur ouvert. J'ai une petite question à te poser, alors je sais pas si tu as forcément la réponse, mais comment tu dirais que s'expriment les différents... Du coup, on va prendre les deux grands styles d'attachement, donc anxieux et Évitant. évitant. Comment tu dirais qu'ils s'expriment suivant les différents archétypes de personnalité? Est-ce que tu as déjà vu des patterns chez les gens que tu as suivis? Parce que tu vois, moi, le grand truc que j'ai vu, c'est que la fonction qui régit un petit peu ta compétence et ta compréhension du monde externe et de savoir si les gens sont intéressés par toi, et notamment les filles pour les gars et inversement pour les filles, donc savoir si un gars est intéressé, c'est la fonction N. Et ce que j'ai détecté, c'est que chez certains archétypes, notamment peut-être les ISTJ, ils ont plus des tendances évitantes. Et les tendances anxieuses, c'est pour les ESTP, ISTP, j'ai détecté ça. Et également, je suis tombé sur un ENTP qui avait une tendance aussi anxieuse. Mais du coup, c'était fait de manière assez différente, c'est-à-dire que lui, il sait attirer les meufs, il est tout le temps en couple, quasiment, depuis qu'il est très jeune. Et du coup, dès que il va sortir un peu de son masque, parce que c'est un ENTP, donc il porte des masques, et du coup lâcher un petit peu les vannes en mode, ok, j'arrête de contrôler, forcément la meuf, enfin la fille en question va partir. Donc toi, c'est quoi un peu ton expérience vis-à-vis des différents archétypes que tu as pu suivre? Est-ce que tu as détecté des tendances? Voilà, globalement, est-ce que tu vois des patterns suivant les archétypes?
Et aussi, comment ça va s'exprimer aussi, ce style d'attachement. Tendanciellement, moi, ce que je peux observer, c'est que chez les individus qui sont plus introvertis, on observe généralement un style d'attachement qui va être plus évitant. Seule différence, et c'est là la petite subtilité, disons, c'est pour les individus qui sont introvertis, mais avec une fonction SE dominante. Parce que ces individus-là vont, malgré tout, avoir plus de facilité à, on va dire, à s'ouvrir sensoriellement aux individus du sexe Hmm, opposé. Donc, effectivement. ce qui implique que ils vont pouvoir, malgré eux, on pourrait dire, c'est même pas forcément au travers d'eux, mais malgré eux, trouver du réconfort parce qu'ils vont plaire d'une certaine manière, tu vois, ou avoir de la facilité à plaire au sexe opposé, et donc venir trouver leur principale source de réconfort ailleurs qu'en eux-mêmes, de manière, en fait, on pourrait dire impromptue. Ça va au-delà de ce qu'ils voulaient de base, et donc du coup, ils vont tomber dans une tendance naturelle. Là où pour les autres introvertis qui, eux, ont une fonction dominante SI, j'observe ouais, effectivement, comme tu l'as dit, par exemple chez les ISTJ, très bon exemple, d'individus qui se renferment sur eux-mêmes. C'est-à-dire une Oui, tendance qui effectivement. est vraiment évitante. Ouais, c'est que les ISTJ, c'est un peu les kings des introvertis, tu vois. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est vrai que c'est un truc que j'avais jamais vraiment théorisé. Mais ouais, SE, instant présent, et du coup, t'exprimes des sens. Tu t'exprimes de manière sensorielle. Bon, ISTJ, euh, SIRO. Donc, non, tu reçois les choses de manière sensorielle et du coup, tu t'exprimes moins. Et ça va loin pour les ISTJ. Je prends juste un exemple récemment. Il y avait un ISTJ que j'ai croisé qui s'intéressait vraiment aux archétypes de personnalité, qui voulait savoir son type. Et j'étais en dîner avec lui et d'autres gars. Il m'a posé aucune question, tu vois, sur les archétypes. Et tu vois, je lui parlais un petit peu. Il était un peu. Bah, c'était la première fois que je le voyais. Donc, un ISTJ, première fois que tu le vois, ils sont souvent fermés, tu vois. Ils osent pas trop s'ouvrir. Et le gars, j'ai cru qu'il s'en fichait, en fait, des archétypes. Ça l'intéressait pas du tout. Et je le revois une semaine, 2 semaines plus tard, et je lui dis, ouais, enfin, la première fois que j'ai vu, l'impression que tu t'en fichais. Il dit, non, non, pas du tout, ça m'intéresse vachement. Et ils ont du mal ouais, à s'ouvrir, du coup, tu vois, ils projettent cet évitement, souvent, enfin, la majorité des ISTJ que j'ai vus, aussi dans leur relation amicale. Autre chose que je te pourrais te demander, est-ce que tu peux donner ouais, un exemple? Donc, tu vois, je prends deux archétypes compatibles. Est-ce que tu peux projeter un petit peu ce que pourraient donner les deux styles d'attachement chez différents archétypes ou chez deux individus, hommes, femmes, histoire que les gens puissent avoir un exemple, comprendre et capter ce qui peut se passer dans leur vie? Parce que si, là, actuellement, vous regardez cette vidéo, je peux vous dire qu'il y a bien 70% qui répliquent ces patterns. Et si tu peux poser un pattern, ça permettrait aux gens de se dire, OK, en fait, là, il y a un problème que j'avais pas vu. Euh, un exemple que je peux donner de mon expérience, qui va être le plus simple, effectivement, euh, donc où j'applique bien la règle, j'avais un style d'attachement qui était plutôt anxieux, et spécifiquement quand j'étais jeune, avec cette volonté, je dirais même, c'est même plus une volonté, c'était une nécessité à ce niveau-là, de communiquer tout de suite. Dès le moment où il y a même ne serait-ce qu'un petit problème, quoi que ce soit, bam, impérativement communiquer le plus rapidement. On ne laisse pas de place à la réflexion, quoi que ce soit. Non, c'est maintenant, tout de suite, on avance. On laisse rien de côté. Et c'était une démarche qui mettait énormément de pression sur ma partenaire, mes partenaires, il y en avait plusieurs, où c'était comme ça, qui venaient justement les mettre un petit peu mal, voire beaucoup mal, parce qu'elle était beaucoup plus dans le voilà, prendre la distance, laisser le temps se passer, être par elle-même, en isolation, avant de revenir, et même parfois ne pas du tout traiter le sujet, c'est-à-dire vraiment une situation d'évitement. C'est-à-dire on vient éviter de se mettre dans une situation qui fait du mal à en discuter, euh, où on peut en aller jusqu'à un point où, alors ça, vraiment, ça restera dans ma tête pour toujours, j'en suis persuadé. C'était, j'avais pris le temps. Je laissais passer un petit peu de temps avant qu'on puisse discuter. On était à table. Et je lui posais une question. Je ne sais plus exactement quelle question je lui ai posée. Et je sais que de base, si je venais à prononcer d'autres paroles pendant qu'elle prenait son temps de réflexion, ça la brusquait complètement et c'était fini. Ça veut dire que c'était game over. C'est vraiment ça. Wow. Donc, je ne devais pas parler tant qu'elle n'avait pas parlé, sans quoi c'était fini. Donc, j'ai attendu et j'avais pris le pli de faire un jeu où je comptais dans ma tête combien de temps je devais attendre avant qu'elle réponde. Cette fois-ci,
Devine combien de temps j'ai attendu avant qu'elle prononce des mots. 2 minutes? Beaucoup plus. 10? On était autour des 12 minutes, quelque chose comme ça. Incroyable. Donc, c'est-à-dire pendant 12 minutes, donc tu voulais sortir le truc de toi, tu vois. Donc en bon vieux STP qui, qui ne veut pas qu'il y ait de malentendu, parce que du coup, pas de haineux, tu vois, en mode il faut dire les choses pour que tout se déroule bien, tu vois. Et pendant 12 minutes, donc t'as gardé le truc en toi. Et elle a fini par me répondre à ma question épique. 3 mots, ou 4 du coup, je ne sais pas. Et là, mais Ah, le seum. j'étais vert, vraiment, j'en pouvais plus. Ça m'a irrité, mais au plus haut point. Et je ne sais pas quoi répondre. Je me suis énervé un petit peu à ce moment-là. Et du coup, ça a brusqué, c'est fini, quoi. Plus de communication. Enfin, elle a fini en pleurs et est partie, quoi. Donc, c'était juste, enfin, c'était extrêmement challengeant. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que, donc, un individu qui va, pour appuyer, du coup, non seulement sur la partie communication, sur la partie démontrer de l'affection à la personne, quand j'étais donc encore blessé, j'avais cette tendance à être extrêmement affectueux physiquement, même euh, plus que normal, dans le sens vraiment très proche de la personne, beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, vraiment très très proche. Donc ouais, c'est vraiment une tendance comme ça. Et à l'inverse, justement, partenaire qui avait un style d'attachement qui était évitant, et me demandait très régulièrement de l'espace en mode non, s'il te plaît, pas Hmm. maintenant, genre, je veux pas, non, non. Et c'était beaucoup, donc, en fait, c'était beaucoup de demandes de ma part, beaucoup de rejet de sa part. Voilà, pour imaginer le truc. Et un attachement évitant, du coup, à plus haut niveau, quand il a vécu ses expériences, il va faire le contraire. C'est-à-dire qu'il va espérer recevoir, mais sans demander. Et du coup, quand il ne va pas recevoir, il va en vouloir à la personne en face. Ouais. Rémi, comment une personne peut sortir de ces styles d'attachement et devenir guéri, passer sur un style d'attachement qu'on appelle sécurisé? Hmm. C'est une très bonne question. Ça demande en fait déjà de couvrir le sujet qui est que certaines personnes pensent, à tort, euh, pouvoir guérir par elles-mêmes. Quand je dis à tort, ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est juste que le degré de difficulté est tel, avec l'environnement dans lequel on baigne constamment, c'est-à-dire la pression des réseaux sociaux, le fait de toujours se comparer aux autres, et bien souvent le fait que on est très régulièrement en contact avec les personnes qui sont généralement à l'origine de nos blessures, ou alors qui perpétuent nos blessures, c'est-à-dire soit nos parents, on est encore en contact avec eux et on passe du temps avec eux et ils nous baignent dans cette énergie, ou en plus de ça, on a un partenaire qui vient raviver, on pourrait dire, la douleur de nos blessures. Fondamentalement, c'est pas viable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir je dirais, la force de caractère, la résilience nécessaire pour pouvoir s'engager dans le processus par soi-même et, et aller au bout. Et pour ça, il s'agirait en plus, sans parler de juste identifier cette blessure, qui est plus simple pour les femmes que pour les hommes, parce qu'elles ont une plus grande perception de leurs propres ressentis, émotions, etc. Ouais. Au-delà de l'identification, il faut savoir comment procéder, comment désamorcer ce stress. Et là, encore une fois, ça demande un travail qui est énorme. Et c'est vrai que récemment, pour l'anecdote, une jeune femme avec qui je prenais du temps, littéralement de mon temps, pour pouvoir venir approfondir ce travail de guérison chez les femmes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de, on va dire, que j'ai trouvé être plus difficile, parce que là où un homme, c'est pas dérogatoire, mais là où un homme, lorsqu'il voit quelqu'un qui est là où il veut être, va dire très bien, écoute, tu me dis ce qu'il y a à faire et je le fais sans discuter, une femme va avoir bien plus tendance, encore une fois de mon expérience, à dire non, mais tu ne comprends pas, je me sens comme ça, donc ça ne peut pas être comme ça, et venir remettre en question constamment des choses qui lui sont dites ou en fait elle aurait simplement à appliquer, observer ensuite ce que ça donne comme résultat, et derrière elle peut comprendre. Mais elle ne prend même pas ce pli. Donc, je testais un petit peu cette demoiselle-là, et au final, elle m'a formulé la réponse égoïque, donc pleine d'ego, de non, je préfère faire mon travail par moi-même parce que même si ça me prend du temps, je sais que j'y arriverai. En plus, là, en ce moment, je suis forte parce que
ma situation est compliquée et j'arrive quand même à faire X, Y, Z. Donc, merci, mais non merci. Voilà, c'était parce que bon, elle pensait que je souhaitais quelque chose d'elle, alors que tout ce que je mettais en lumière, c'était le fait que je lui portais de la valeur et qu'elle devrait, enfin, qu'il serait dans son intérêt de juste appliquer, d'agir, parce qu'en faisant ça, elle se fait un énorme cadeau. Mais bon, donc, pour conclure et répondre à ta question, pour guérir, idéalement, il faut un mentor. Quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà guéri ses blessures, qui sait ce que ça implique et qui est capable d'induire une réflexion qui est vraiment nécessaire au sein de la personne, progressivement, étape par étape, sans la brusquer, pour venir progressivement désamorcer cette blessure, ce stress associé, et venir guérir, c'est-à-dire aussi monter notre niveau d'amour pour nous, notre niveau de confiance en nous, et se sentir mieux dans nos interactions avec autrui. Donc, ce que je recommanderais, quoi qu'il en soit, c'est de faire des recherches sur les 5 blessures de l'âme. Ça donnerait des indicateurs. Faire en sorte de se replonger dans ses souvenirs pour voir si on observe un cercle vicieux, un cycle de trauma qui se répète dans nos relations à autrui. Généralement, les relations amoureuses, c'est un bon indicateur. Et à partir de ça, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent déjà checker le contenu sur ma chaîne qui peut alerter autour de ça. Faire en sorte de rejoindre mon canal Telegram sur lequel j'en parle encore plus. Et de temps à autre, de manière assez, je dirais, irrégulière, j'ouvre des places avec moi en appel pour pouvoir en discuter de manière plus approfondie, dans le but d'entamer un processus de guérison. Voilà. Sachant que je collabore avec un de nos très chers amis en commun, Romain, Monsieur Bachelier, qui, euh, qui se spécialise justement sur la partie guérison des blessures et qui opère cela en pas plus de temps que 3 semaines. Là où certains diraient qu'il faut prendre des années pour pouvoir guérir ses blessures. Donc, tout est possible. Il suffit juste de le vouloir et de savoir à qui s'adresser. Merci à toi, Rémi. Dernière question, est-ce que tu t'adresses aux hommes surtout sur ta chaîne qui est destinée à la séduction, mais aussi aux femmes, parce que tu parles des blessures. Selon toi, qu'est-ce qui fait que le travail est plus difficile à faire chez les femmes, sur ce qui concerne la remise en question et mettre en place des nouvelles habitudes par rapport aux expériences que tu as pu avoir? Tu vois, instinctivement, je me dirais juste que comme on est dans le contexte des relations, comme tu es un gars et que du coup tu es avec une fille, les femmes auraient tendance potentiellement à, dès que c'est un peu trop compliqué, tu vois, ou que ça sort trop de leur zone de confort, se projeter et se dire, ah ouais, mais en fait, il veut me séduire ou il veut me manipuler ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a la dualité un peu, alors que bon, t'es avec un gars, je lui donne un conseil, il va pas se dire, ouais, il est en train de me manipuler, hein, c'est juste, il est en train de m'aider. Donc, est-ce que tu penses que c'est ça, que c'est la dualité, du coup, féminin-masculin, ou est-ce que tu penses que c'est d'autres choses, que c'est dû à la société actuelle? Si tu peux répondre rapidement, on peut hypothéser sur ça pendant 40 minutes. De manière très brève, dans le cadre de cet exemple que j'ai donné, il y avait de ça pour sûr, un manque de confiance énorme vis-à-vis de la jante masculine, de par ses Hmm. expériences passées, mais en réalité, ces expériences passées qui sont forgées par sa propre blessure. Donc c'est le Ok. serpent qui se prend la queue. Encore une fois, tu vois. Ça veut dire que ça demande, quoi qu'il en soit, et c'est la même chose pour la guérison, ça demande un saut de confiance, ce qu'on appelle en anglais a great leap of faith. C'est se faire confiance à autrui, au mentor en question pour guérir. Et c'est vrai que la propension des femmes, notamment de la féminité immature, donc de l'énergie féminine immature, c'est une propension à l'illusion, c'est-à-dire se convaincre d'une chose parce que on ne veut pas se blesser, on préfère se conditionner à penser que c'est d'une telle manière pour venir répondre en fait à notre réalité, plutôt que de se remettre en question et de venir faire certains travail. Alors, c'est valable pas pour toutes les femmes, c'est valable principalement pour les femmes à l'énergie prédominante féminine. C'est là où je précise. C'est-à-dire que quand on va observer justement des femmes qui ont des archétypes plus masculins, donc qui ont tendanciellement une énergie plus masculine, ça va être très différent. C'est-à-dire qu'on va observer du coup, habituellement, en tout cas, des réactions qui vont être beaucoup plus, enfin beaucoup moins dans l'illusion et beaucoup plus axées sur le réel. Et pour conclure, la demoiselle en question dont je parlais était une INFP. Donc, Intéressant. J'avais eu un pattern. Alors,
C'est une fille qui était relativement ouverte, mais c'était une ISFP. Et du coup, elle avait pris un coaching avec moi. Je lui avais donné 8 règles pour faire en sorte qu'elle se sente beaucoup plus aimée en tant qu'ISFP. Et du coup, bah forcément, on parlait de sa relation actuelle avec son gars qui était un INTP. Et c'est vrai qu'il y avait une tendance, c'est-à-dire qu'en 1 heure d'appel, tu vois, du coup, je lui donnais des conseils. J'ai un peu creusé sur sa relation père-mère. Euh, et en 1 heure d'appel, enfin, on a détecté les blessures, on a vu les trucs, les patterns qu'elle reproduisait par rapport à sa mère, qui étaient assez évidentes. Donc, c'était un père un peu absent, une mère plutôt présente, tu vois, à tempérament un peu masculin. Et du coup, elle refaisait la même relation avec son copain. Et ça, tu vois, en 45 minutes, 1 heure d'appel, c'était détecté. Si ça s'est détecté en 1 heure d'appel, qu'est-ce qui peut être détecté en 10 heures, 15 heures, tu vois, en plusieurs semaines d'accompagnement? Je pense que c'est des trucs assez deep que. Donc, ouais, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que les femmes, peut-être, tout ce qui est ISFJ, ESFJ, ISFP, ESFP, ESFP, c'est vrai ont pas mal tendance à se mentir eux-mêmes, dû au fait ESFP qu'il aussi? y ait le. Ouais, j'ai vu un peu le pattern chez quelques ESFP. Ok. Ce qui sauve les ESFP, c'est qu'elles sont naturelles. Comme c'est des ultra SE, elles sont ultra naturelles, mais chez certaines ESFP, ouais, il peut y avoir des tendances avec des blessures qu'elles ne voient pas. Tu Parce que gros SE, donc moins d'introspection, donc forcément moins de conscience de ça. Donc, ça, en fait, ça se rapporte du coup, là, ça revient aux hommes. C'est pas le fait que elles vont se mentir à elles-mêmes sur le fait de rentrer dans le processus de guérison, mais plus sur, comme la majorité des hommes, se mentir à elles-mêmes sur le fait qu'il y a une blessure, un problème en premier lieu. Parce que là où les femmes vont avoir plus de difficulté à rentrer dans le processus de guérison et à, en fait, agir, les hommes vont avoir plus de difficultés initialement à réaliser qu'ils ont une blessure ou à identifier leur vois. blessure. C'est ça, ouais. Et aussi chez les ESFP, c'est le NI inférieur, donc peur de prendre les mauvaises décisions. Et du Hmm. coup, t'es une femme, t'as genre 26, 28 ans, t'as pas encore de gamin, tu sais pas trop ce que tu peux faire, t'as une blessure, forcément c'est compliqué, tu vois. J'ai détecté le pattern chez quelques SP, et c'est vrai que c'est assez challengeant. Donc ouais, ça dépend vraiment de l'archétype, de la fonction héros, la fonction peur. Et voilà. Recherche en cours sur quelles blessures sont plus présentes chez quel archétype. Mais je suis persuadé qu'on ne pourra pas trouver de corrélation directe entre archétype et type de blessure parce Tu que ça penses? dépend des parents. Ben, ça dépend des parents. C'est-à-dire que la blessure Bah, de base, elle est créée par comment les parents vont agir vis-à-vis de l'enfant. Parce qu'en fait, c'est pas, c'est le style d'attachement, oui. Le style d'attachement, on peut définir par rapport aux archétypes parce que c'est la ah manière oui, qu'ils tu vont parles du avoir. style d'attachement. Ah oui, Ouais, ouais. Parce oui, que style la d'attachement, blessure ok. en elle-même, c'est défini par la manière de se comporter des parents. Là où le style d'attachement va être défini par la manière de réagir à, on va dire, au manque de sécurité qui est apporté par la bulle familiale. Tu vois, c'est là la différence. Totalement, ouais. Après, je pense que la blessure peut être corrélée à l'archétype, parce que j'ai comme le pattern des INFP. Tous les INFP que vous en faites pas quand je vous ai en call, tous les INFP que j'ai en call, on- euh, ils bouclent un peu autour de leur relation père-mère, ou du fait bah, qu'ils aient été. Souvent, les INFP sont victimes de harcèlement à l'école. Donc, il y a quand même des tendances. Tu vois. Je les ai pas encore détectées. Style d'attachement, c'est sûr. Blessure, je pense qu'il y a quand même des tendances. On s'arrêtera là-dessus, mais blessure, il y a une tendance globale, fondamentale que j'ai vue chez 80% des personnes. C'est super simple, hein. C'est un père qui va être fondamentalement peu présent, voire absent, ou s'il est présent, ne pas remplir son rôle paternel. Donc, ne va pas être la figure d'autorité paternelle qu'il est censé être. Il n'incarne pas le divin masculin, en gros. Qui, à cause de ça, donc ça, c'est la blessure originelle, entre guillemets, ce qu'on va considérer comme une blessure d'abandon, habituellement, pour le petit garçon, la petite fille, qui va donc devoir, le comportement du père qui est mauvais, c'est-à-dire soit il n'est pas présent, soit il n'est pas à la hauteur, va devoir être compensé par la mère, qui va devoir prendre et le rôle du père et de la mère, qui crée un déséquilibre dans son rôle maternel, qui va donc créer une autre blessure, euh, qui va être généralement une blessure de rejet, ou des fois, donc du côté du père, c'est trahison, et du côté de la mère, c'est abandon. Parce que si au final, le père, il n'est pas présent, il n'a pas son rôle, que la mère doit beaucoup travailler pour compenser, bah, donc elle n'est pas présente, donc abandon de la mère, trahison du père. Et c'est voilà, c'est généralement ça, c'est abandon du père, rejet de la mère, ou alors trahison du père, abandon de la mère.
C'est ce que j'ai observé vraiment en 80% des cas. Intéressant. Rémi, où est-ce que les gens qui vont regarder cette vidéo peuvent te retrouver pour avoir plus d'informations? Ils peuvent déjà avoir beaucoup de contenu, parce que je poste tous les jours des vidéos jusqu'à la fin de l'année. Ils peuvent me retrouver sur ma chaîne YouTube, @expatcharmant, aussi simple que ça, EXPATCHARMANT. Sur Instagram et TikTok aussi, c'est le même arrobase, c'est la même chose. Et ils peuvent directement accéder à mon canal Telegram depuis ma chaîne YouTube, en dessous de n'importe quelle vidéo, pour avoir du contenu qui va être plus privé, plus, plus en profondeur, avec aussi du contenu écrit et des dernières découvertes que je fais, des analyses comportementales, etc. Donc, pas mal de contenu encore plus précis. Le but étant de donner à chaque personne la capacité à venir me poser des questions, me donner des situations pour que je puisse les analyser en public. Voilà. Excellent. Le lien de ta chaîne YouTube et ton canal Telegram sera en description. Merci à toi, Rémi. C'était très instructif et très intéressant. Avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Et dans tous les cas, il y aura une vidéo sur ma chaîne dans laquelle tu parles principalement de la polarité SE-SI et comment ça joue sur les relations hommes-femmes. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez checker aussi. Exactement. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao!